Pour être luxueuse, l'existence des riches citoyens n'était pas une sinécure. Elle supposait, dès la plus tendre enfance, une éducation des plus rudes que les enfants des pauvres ne connaissaient pas. Le citoyen riche doit être marié. Là encore, tout n'est question que de fortune, et les familles s'entendent pour fiancer les enfants dès l'âge de 5 ou 7 ans, voire moins, comme Attica, la fille de l'ami de Cicéron, qui le fut à 1 an. Le mariage intervient dès l'âge de 12 ans pour une fille, un peu plus pour un garçon, et il n'est bien entendu pas question d'amour dans cette alliance. Mais l'épreuve commence dès la naissance. Le ventre de la mère conçoit l'enfant. Mais c'est le père qui choisit la nourrice pour l'allaiter. Je cite, « La sage-femme met au monde, la nourrice fait grandir, le pédagogue éduque, le maître enseigne », dit Varron. À quoi il faut souvent ajouter le médecin et le philosophe, et l'éducation est un parcours du combattant dans les grandes familles. La première épreuve, c'est d'entrer dans la famille. La sage-femme présente le bébé au père. Celui-ci doit reconnaître l'enfant. Elle arrive avec le bébé, le dépose sur la terre-mère, et le père considère ce nouveau-né. Il peut le prendre dans ses bras en le soulevant de terre. Ça veut dire que l'enfant va rentrer dans la famille et qu'il va donc être considéré et éduqué. Il appartient à la Gans. Mais si l'enfant est difforme, s'il s'agit encore d'une fille, alors qu'évidemment il attend surtout un héritier mâle pour être celui qui va porter son nom et bien entendu être l'héritier de la fortune, eh bien le père peut décider de ne pas reconnaître l'enfant. Alors qu'est-ce qu'on en fait? On s'en débarrasse. On va le noyer comme un petit chat, ou alors on va l'exposer. Autrement dit, on prend le bébé et on va le mettre sur le tas de fumier au coin de la rue. Là, il va mourir peut-être de froid ou d'autre chose, ou bien quelqu'un va le ramasser, va le prendre. Alors, quelqu'un qui n'a pas d'enfant sera peut-être heureux de le récupérer, mais ça sera plutôt pour l'élever et en faire un esclave, le plus éduqué possible. Et à ce moment-là, il se revendra très cher. Donc, le destin de l'enfant n'est pas scellé parce que simplement il est venu au monde, même dans les meilleures familles. C'est donc évidemment une épreuve. Il pouvait arriver qu'une mère, évidemment apeurée à l'idée d'abandonner ainsi son enfant exposé au coin de la rue, laisse un signe de reconnaissance. Et parfois, comme dans le théâtre classique et déjà dans le théâtre romain, il y avait des retrouvailles. Ce n'est pas une simple anecdote et facilité de comique. En fait, on a même un exemple, parmi d'autres, d'un esclave grammairien qui était proche du grand Mécène, le ministre de la Culture d'Octave, qui avait été retrouvé par ses parents. Mais il était très instruit, il était grammairien, il avait une belle situation auprès de Mécène, et il a préféré refuser de retrouver la liberté. Alors, venons-en à notre bébé qui vient au monde. C'est la nourrice qui s'en occupe jusqu'à 7 ans. Il est emmailloté, les bras le long du corps, les jambes serrées, la tête bandée. Il ne peut pas bouger du tout. Et la grande libération, c'est évidemment l'heure du bain. Mais l'heure du bain, qui doit être froid ou tiède, histoire de l'endurcir, et surtout l'occasion de brailler. La nourrice appuie sur la vessie pour la vider, elle appuie sur le nombril pour qu'il ne sorte pas trop, elle tient le bébé par les pieds, tête en bas pour séparer les vertèbres, elle le prend sur ses genoux pour des exercices d'assouplissement, les pieds ramenés sur les fesses, les mains sur les pieds, et elle sculpte le corps. Elle masse les chevilles, elle creuse les reins pour faire ressortir les fesses, modèle le crâne, façonne le nez, tire le prépuce, orgueil de gloire des Romains, pour bien recouvrir le gland. Le bébé est ainsi maltraité et torturé pendant un bon moment avant de retrouver sa prison de bandelettes. Quand il grandit, le futur citoyen, qui ne deviendra majeur qu'en prenant la toge virile dans sa 17e année, doit apprendre les codes de la comédie sociale pour maîtriser son corps. Comme le dit Cicéron, un jeune doit toujours saluer, céder le pas, se lever, escorter, reconduire,
consulter. On se lève bien sûr devant un supérieur ou pour honorer un visiteur, ce que ne fit pas César quand les sénateurs vinrent lui offrir des honneurs nouveaux au début de l'année 44. On doit descendre de cheval, céder le passage, placer à sa droite dans la rue celui ou celle que l'on veut honorer. C'est ce que Horace appelle tenir le haut du pavé. L'enfant apprend aussi l'hygiène. Il apprend à se laver les dents, à combattre la transpiration, à se moucher pour ne pas renifler, se laver les pieds quand on entre quelque part. D'ailleurs, il y a un proverbe grec qui dit il entre sans même se laver les pieds. Ça veut dire en toute hâte. Il faut aussi toujours utiliser la main droite, car la gauche, la sinistra, est évidemment signe de malheur. Sauf la main droite, sauf pour, comme nous dit le poète Lucilius, recueillir les larmes de Priape. Mais ça, ce sont des choses secrètes. L'enfant apprend à marcher sans être raide comme un bâton, ce qui serait prétentieux, à ne pas se jeter sur la nourriture, à ne pas croiser les jambes, à marcher les yeux baissés, à ne pas répondre sans être interrogé, à ne pas regarder par les portes entrebâillées, à s'asseoir correctement, voire à attester sa bonne foi en se touchant les testicules si personne ne sert de garant. Et oui, il faut bien comprendre que cette pratique est typiquement romaine. D'ailleurs, faisons un peu d'étymologie et considérons ce terme testicule qui nous semble clair et simple. Ça veut dire petit témoin. Ce n'est pas le mot grec. Les Grecs utilisaient un mot dérivé du nom de l'orchidée, et notre vocabulaire médical, justement sur les testicules, l'utilise. Par exemple, une orchite, on peut souffrir d'une orchite. Bon. Mais en réalité, le petit témoin, c'est autre chose. C'est cette habitude romaine de la fidesse, de la parole donnée. Donc, on doit respecter dans l'engagement que l'on prend. Et il y a souvent, si on emprunte quelque chose ou autre, un garant, un ami qui est là pour attester la chose. Et puis s'il n'y en a pas, eh bien, on promet sur sa descendance, sur ceux qui sont à venir, et donc on se touche discrètement les testicules. C'est là où l'on voit que le vocabulaire latin, qui, je le rappelle, est à 80% à l'origine de notre vocabulaire français. Donc nous parlons le latin. Le latin n'est pas une langue morte, mais une langue mère. Elle a naturellement évolué comme toutes les langues. C'est là où l'on voit que le vocabulaire latin peut être évidemment intéressant. Les jeunes filles aussi doivent soigner leur maintien et apprendre à être réservées. Par exemple, en évitant les grands gestes quand elles parlent. Ovide précise « Celle qui a l'haleine forte ne doit jamais parler à jeun et se tenir à distance de celui auquel elle s'adresse. Il leur faut aussi ouvrir modérément la bouche et ne jamais découvrir le haut des dents. Si la jeune fille rit, elle doit ne pas rire sans arrêt, mais d'un rire léger, sans déformer sa bouche, et s'abstenir de rire si son rire ressemble, je cite, au braiement d'une vieille ânesse qui tourne la meule rugueuse. » De toute façon, à Rome, l'individu n'est jamais reconnu en tant que tel. Et ça encore, c'est une particularité qui nous est d'autant plus étrangère que nous sommes de plus en plus individualistes. L'individu n'existe pas. Il appartient toujours à un groupe, reconnu par le Père Tout-Puissant, mais c'est aussi la cité. Quand un enfant vient au monde, l'expression est de dire « la cité s'est augmentée d'un fils ». Et il faudra à la majorité aller s'inscrire sur la liste des citoyens. Et en devenant majeur, le jeune citoyen va appartenir à une tribu au sein de laquelle il pourra voter. La tribu, c'est une circonscription géographique, un petit peu comme pour nos députés, mais aussi à une centurie, c'est-à-dire qu'il sera classé en fonction de sa fortune à un rang ou à un autre. Auparavant, notre futur citoyen doit s'instruire. Dans les familles riches, des maîtres particuliers peuvent venir à domicile, mais on peut aussi envoyer l'enfant à l'école sous la surveillance du pédagogue. Alors là encore, le mot est intéressant. Comme son nom l'indique,
Le pédagogue est chargé d'escorter l'enfant. C'est celui qui le conduit à l'école. Il faut bien reconnaître que le Romain est un coureur et qu'un jeune et faible qui se promène seul n'est jamais à l'abri des tentations des adultes. Et encore quelquefois, il suffit de soudoyer le pédagogue. Mais enfin, c'est une autre histoire. Le pédagogue peut donc assister aux cours à l'école, ce qui lui sera utile pour aider l'enfant à faire ses devoirs une fois de retour chez lui. Le premier stade est donc l'école primaire, entre 6 et 11 ou 12 ans. Beaucoup n'iront pas plus loin, le maître est souvent un esclave, la situation n'est guère lucrative, ça coûte très peu cher, il faut bien reconnaître, et les maîtres ne roulent pas sur l'or. Vous voyez que ce n'est pas nouveau. Par conséquent, il va falloir se faire payer. Nous avons à Pompéi, sur le pilier de la palestre, où devait se tenir sans doute une école, car les classes étaient souvent sous les portiques, plus ou moins en plein air, tout au moins au niveau du primaire. Nous avons un maître qui avait noté les élèves qui n'avaient pas payé, n'est-ce pas? On voit les parents plutôt qui n'avaient pas payé l'école. Et souvent, les vacances étaient très longues, elles duraient jusqu'au mois d'octobre. L'esclave maître était souvent obligé d'aller louer ses bras pour faire la moisson ou pour travailler au champ afin de ne pas mourir de faim. Le premier degré, par conséquent, c'est celui-là, avec simplement des bancs et l'enfant assis, sa tablette de cire sur les genoux. Le programme se limite à apprendre à lire, à reconnaître les principaux auteurs, à apprendre par cœur un peu de poésie. Le maître enseigne aussi un peu l'histoire des ancêtres à travers des légendes. Et puis ensuite, le jeune adolescent va aller sur les bancs du grammairien jusqu'à l'âge de 15 ou 16 ans. Les élèves sont naturellement beaucoup moins nombreux puisque cela coûte plus cher. Et le programme va s'enrichir des connaissances d'une langue étrangère, le grec évidemment, puis de leçons d'histoire et de géographie. La littérature reste au cœur du programme, enfin, ce qui pourrait correspondre à une forme d'enseignement supérieur, ensuite, est réservé évidemment aux enfants les plus riches. Alors, le jeune homme va écouter les leçons de quelques grands maîtres, des rhéteurs, des philosophes, qui lui apprendront à raisonner et à parler, puisque la formation la plus noble à laquelle on puisse prétendre est celle d'orateur. Ce sont souvent ces orateurs, comme Cicéron, qui se lanceront dans une carrière politique, et il est amusant de voir combien la formation reçue peut paraître éloignée des qualités nécessaires à l'exercice de la politique et de l'économie. Nous possédons, grâce à quelques-uns de ces grands maîtres, comme le père de Sénèque, le philosophe, qu'on appelait Sénèque le rhéteur, ou Quintilien, en quelque sorte le premier professeur d'université payé par l'État, quelques sujets de devoir donnés aux étudiants, lesquels devront ensuite exposer leur travail devant le maître, leurs camarades et les citoyens venus les écouter. Il faut imaginer ces salles où les élèves sont assis, le maître est sur sa chaire et il va faire venir un étudiant pour traiter le sujet de devoir qu'il a donné. Et au fond de la salle, les assistants sont présents, ceux qui passent par là ou les parents qui viennent voir comment se débrouillent leurs enfants. Un exemple de ces sujets. Une loi, on imagine bien sûr, dit qu'un jeune qui violerait une femme devrait soit être mis à mort, soit épouser celle-ci si elle le demande. Sujet du devoir, dans la même nuit, un garçon viole 2 femmes, la première veut qu'il meure, la deuxième veut l'épouser. Plaider. Ou bien un autre sujet, si vous voulez. Des gens qui se promènent au bord de mer font un accord avec un pêcheur. On ne sait pas si la pêche sera bonne ou pas, mais disons qu'on va lui payer une somme forfaitaire pour ce qu'il va rapporter.
Alors si la pêche est abondante, le pêcheur va y perdre de l'argent, mais s'il n'y a que 2-3 malheureux poissons, eh bien évidemment ce sont les acheteurs qui vont y perdre. Le pêcheur part en mer, revient avec une cassette pleine d'or. Évidemment, le pêcheur redemande la négociation du contrat. Ce n'était pas prévu. Mais les acheteurs, eux, très contents, évidemment, refusent. Plaider. Vous voyez que cela peut donner de belles joutes oratoires. C'est cette formation-là qui permettait à certaines personnes de devenir des orateurs célèbres et des hommes politiques. Et c'est avec une semblable formation que des hommes comme Cicéron ont fait preuve de qualité dont bien des hommes politiques se sont inspirés jusqu'à notre époque. Ainsi préparés au monde des adultes, les jeunes citoyens pourraient croire leur destin tout tracé. C'est encore une idée fausse, car le destin du citoyen reste souvent bien fragile et incertain. Naturellement, il existe toujours les possibles revers de fortune qui s'opèrent parfois très rapidement dans cette société où seul compte l'argent et les biens que l'on possède. Il est d'autres circonstances que nous avons du mal à imaginer, mais qui cependant ne sont pas exceptionnelles. À chaque instant, le destin du citoyen peut basculer et d'homme libre, il peut devenir esclave, vendu par des truands dans une province lointaine. L'identité du citoyen est fragile. S'il voyage, il est menacé à chaque instant par des bandits de grand chemin qui le dépouillent jusqu'à l'os, à moins qu'il ne soit accompagné d'une troupe de gladiateurs musclés pour le défendre. Mais tous n'ont pas les moyens de s'offrir cette protection et les pirates qui infestent la Méditerranée n'hésitent pas à rentrer jusqu'à 100 km à l'intérieur des terres pour s'emparer de proies faciles qu'ils monnaieront ici ou là, peut-être au marché aux esclaves de l'île de Délos, où il s'en vend jusqu'à 10 000 par jour. Notre citoyen n'a pas de carte d'identité et tout ce qu'il risque à clamer sa citoyenneté, c'est la mort, jeté à la mer sous les sarcasmes des pirates. Nul n'est à l'abri de ces coups du destin. La vie humaine est devenue une marchandise et le champ d'action des bourreaux s'étend à toute la Méditerranée, Italie comprise. Même César a failli terminer ses jours comme esclave, puisque jeune officier, il a été enlevé en Asie par des pirates avec quelques compagnons. Il s'en est tiré grâce à une ruse qui lui a permis de faire miroiter une belle rançon aux ravisseurs, mais César est revenu sur l'île où il avait été retenu et a exterminé cette bande de brigands un peu naïfs. Il a eu de la chance. Plutarque raconte comment les pirates réagissaient face à un prisonnier qui clamait sa citoyenneté. Ils reculaient en feignant la panique, ils se frappaient les flancs de leurs poings, ils se jetaient à plat ventre aux pieds d'hommes en implorant son pardon. Puis, après lui avoir jeté sa toge sur les épaules et s'être copieusement moqué de lui, ils jetaient soudain leur prisonnier à la mer en lui lançant « Adieu, bon voyage !»